Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour un nouveau 28 minutes où même l'été a décidé de passer une tête pour rester au courant de la course du monde. Bonsoir à vous, chers amis autour de la table. Bonsoir. Mathieu. Et l'actualité, c'est l'accord trouvé donc entre Ursula von der Leyen et Donald Trump concernant les 15% de droits de douane américains sur les produits européens. Pour certains, c'est une capitulation de l'Europe, pour d'autres, un moindre mal. And therefore, with full consciousness, I'm 100% sure that this deal is better than the trade war with the United States. Alors avec cet accord, l'Europe se soumet-elle aux États-Unis? L'image d'une Europe faible ne risque-t-elle pas d'entacher la réputation du vieux continent en termes économiques et géopolitiques? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui pourraient animer les soirées les plus folles dans un club de vacances habillé en banane géante et qui, bizarrement, finalement préféraient le plateau de 26 minutes, allez savoir. Bonsoir Quentin Darmon et Marjorie Adelson. Bonsoir. Bonsoir. Alors au programme ce soir, Quentin. Véritable légende en Angleterre, totalement méconnue en France, je vous présente ce soir Ian Brown. Le chanteur est à l'origine du groupe Oasis. Je vous raconte tout à l'heure. Voilà, et vous savez faire plaisir, je vous le dis personnellement. Et vous, Marjorie? On va partir à Singapour où une école propose des cours d'interaction humaine. Alors ce n'est pas pour les extraterrestres curieux, mais bien pour les humains, les jeunes notamment. Je vous raconte ça tout à l'heure. On a hâte de découvrir tout ça. On vous retrouve en fin d'émission, car avant ça, méfiez-vous, si votre enfant s'intéresse à la météo dès son plus jeune âge, il y a de grandes chances pour qu'à l'adolescence, il ait de mauvaises fréquentations, type tonnerre, foudre, éclair. Tel est en tout cas le parcours de Serge Zaka, chasseur d'orage et pionnier de l'agroclimatologie, qui ne conçoit pas de sauver l'agriculture sans sauver le climat. Il vient nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Serge Zaka. Bonsoir à tous. Alors vous êtes agroclimatologue, vous publiez ce livre « Orage sur le climat », publié chez Harper & Collins. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Valérie Bochard. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Gia Van Est. Bonsoir. Alors Serge Zaka, forcément on va parler avec vous agroclimatologie, mais il y a une chose. Forcément à votre propos, et je me devais de vous poser cette question, c'est par rapport à la manière dont vous êtes habillé. Parce qu'il est vrai que quand on parle climat, on est rarement habillé comme vous, comme une sorte de cow-boy du climat. Alors pourquoi finalement ce style? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de personnel ou alors c'est pour porter l'attention sur vous et sur la cause que vous défendez? Alors non, pour répondre à la question, non, ce n'est pas pour porter l'attention sur moi. Il faut savoir que j'ai un chapeau de cow-boy depuis à peu près 15 ans. D'accord. Avant que je me retrouve sur les plateaux télé, avant que je parle du climat. Je suis pas juste agroclimatologue, je suis également chasseur d'orage. Donc ça rejoint peut-être plus ma passion, ce style vestimentaire un petit peu, au croisement des chemins entre l'aventure, l'art et puis la photographie. Donc je me retrouve un petit peu avec ce chapeau qui correspond, on va dire, à ma personnalité. Bon, voilà déjà un mystère de résolu, en tout cas, dans cette émission. Allez, Serge Zaka, vous êtes ici parce que vous avez le profil idéal, figurez-vous, pour partager votre passion du ciel et du climat. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Olivier Boucreux. Bonjour à tous, je suis Serge Zaka, je suis agroclimatologue, c'est-à-dire que je travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Vous scrutez les orages, alertez sur les récoltes, interpellez les politiques. Pour nous aider à anticiper les changements liés au dérèglement climatique, vous avez Serge Zaka, le profil idéal. Né en 1989 sous les bombes dans un village au nord-est de Beyrouth, vos parents choisissent l'exil et vous arrivez en France à 2 ans. Dans le Var de votre enfance, vous levez très tôt les yeux au ciel. À 8 ans, vous commencez vos relevés météo. À 13, vous rejoignez une communauté de passionnés. Vous comprenez vite que le climat ne dérègle pas que les températures. Il met aussi à mal nos récoltes ou notre alimentation, mais personne n'en parle. On a battu presque tous les records de douceur en France régulièrement ces 4 dernières années. Cette année, l'hiver 2021 est également très bien placé. Donc c'est une tendance qui est observée depuis 20 ans, mais qui s'accélère ces 4 dernières années. Alors vous tracez votre voie entre agronomie, climatologie et écologie. Vous devenez l'un des rares spécialistes d'une science encore méconnue, l'agroclimatologie. Votre mission, anticiper ce que le réchauffement changera dans nos campagnes et nous aider à nous adapter. Car pour vous, l'agriculture est à la fois victime, actrice et solution du changement climatique. C'est pas le changement climatique en lui-même, c'est sa vitesse qui est problématique. En 2021, vous alertez sur un épisode de gel. Vos tweets massivement partagés devancent les bulletins officiels. Sur les réseaux où vous vulgarisez sans relâche, vous devenez une figure suivie par agriculteurs, journalistes, scientifiques. 2 milliards d'euros de pertes plus tard, vous êtes une référence. Vous insistez sur ce qu'on ne regarde jamais, les sols, les arbres ou l'absence de vrais hivers.
Dans Orage sur le climat, vous racontez ce parcours, mais surtout ce qu'il reste à faire, déplacer les vergers, choisir d'autres cultures, repenser les filières. Aujourd'hui, vous dirigez la plateforme en ligne Agroclimat 2050. Le but, cartographier les risques climatiques par région et par espèce. Et vous nous laissez cette phrase comme un signal clair. L'agroclimatologie peut accompagner un réchauffement jusqu'à 3 degrés, mais au-delà, ce ne sera plus une science, ce sera un constat d'échec. Voilà, Serge Zaka. Il y a de la recherche, hein. Ah bah oui, on n'a pas hésité, hein, voilà, en effet. Travail. Alors justement, vous le dites dans votre livre, pour vous, la médiatisation, elle commence en avril 2021, au moment où la France est frappée, donc nous sommes au printemps, par un épisode de gel, hein, vraiment très très fort, très très puissant. Et à ce moment-là, vous recevez un coup de téléphone, celui du ministre de l'Agriculture de l'époque, Julien de Normandie. Vous avez averti les agriculteurs, notamment sur les réseaux sociaux. Et le ministre vous dit, mais comment vous avez fait pour prévoir finalement cette catastrophe? Et en gros, il découvre, eh bien, vous, ce que vous êtes, agroclimatologue. Est-ce que vous diriez que finalement, il y a un problème entre les connaissances finalement scientifiques et les nouvelles connaissances en termes de climat et ce que savent les politiques? Alors il y a effectivement un trou entre la connaissance scientifique, qui est assez de pointe en France, on a l'INRAE notamment qui travaille dessus, et la connaissance des politiques de ces résultats scientifiques. Avril 2021 a été un exemple marquant, puisque vous allez me dire, il y a eu un épisode de gel, 2 milliards d'euros de perte de rendement sur la vigne et l'arboriculture. Qu'est-ce que ça a à voir avec le changement climatique? Bien sûr. C'est du gel. Et donc, on m'a posé la question, mais comment ça se fait que dans un contexte de changement climatique, on a des dégâts dus au gel? Je pensais qu'il y en aurait moins. Effectivement, ce n'est pas le cas. Parce que, d'après les résultats de mes collègues ou des travaux que j'ai pu effectuer à l'INRAE, eh bien, la douceur du printemps fait qu'on a une floraison qui sera de plus en plus en avance, donc des végétaux qui sont plus sensibles au gel. Certes, le gel est moins important en avril, mais vu que les végétaux sont plus sensibles à cause du changement climatique, la floraison avançant, eh bien, c'est bien un des constats du changement climatique. Les dégâts dus au gel augmentent. Et mon objet... C'est ce que vous appelez le faux printemps, c'est ça? Le faux printemps, c'est ça. Et pour prendre une bonne décision politique derrière, c'est-à-dire d'adapter les variétés, d'adapter les espèces, de changer d'aire de répartition de la plupart des arbres fruitiers en France, il faut que les politiques prennent conscience de ce problème scientifique. Et mon rôle est d'apporter ce gap entre la science et le politique pour qu'on prenne les meilleures décisions. Alors justement, vous êtes agroclimatologue, on l'a dit, ou docteur en écophysiologie végétale, je ne me trompe pas. Hein. Donc vous étudiez l'impact de l'environnement sur les plantes. Une discipline longtemps restée marginale, sauf qu'aujourd'hui tout le monde s'y intéresse. On l'a dit avec Julien de Normandie, mais là, très récemment, avec la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, à qui vous avez donné un cours très récemment. Comment vous expliquez que cette discipline, que ce domaine de recherche soit si peu considéré? Alors, il est si peu considéré, déjà, premier plan, c'est qu'il est resté trop longtemps dans les centres de recherche. L'écophysiologie, l'agroclimatologie, ce sont des sciences qui existent depuis 50, 60, 70 ans dans nos centres de recherche et qui restent entre chercheurs. Alors, on a des chercheurs excellents en France qui travaillent sur ces domaines à l'INRAE, à Dijon ou dans le sud-ouest de la France, mais déjà, on n'est pas assez nombreux. Et de deux, il faut que ça sorte des centres de recherche. Parce que quand ça sort des centres de recherche, ça se retrouve dans les mains des agriculteurs pour qu'ils prennent les meilleures décisions et des politiques pour qu'ils prennent les décisions financières et économiques adéquates pour soutenir l'agriculture. Et avril 2021, j'étais dans des centres de recherche silencieux. Je travaillais consciencieusement tous les jours, j'allais au travail tous les jours, je faisais mon travail, et quand j'ai réalisé que les travaux que mes collègues ou que j'ai faits n'étaient pas lus, je me suis dit, attendez, je ne suis pas en train de travailler pour rien, je vais sortir de la recherche publique pour m'orienter vers la vulgarisation scientifique. C'est comme ça, c'est quand on comprend le problème, qu'on prend les meilleures décisions, que ce soit en agriculture ou dans d'autres domaines. Alors Serge Zaka, vous nous avez décrit auparavant les principaux risques aussi qui nous attendent en termes concernant le réchauffement climatique. Il n'y a pas seulement que la chaleur, il peut y avoir aussi le gel. Mais il y a aussi, donc, on l'a dit, donc, des étés plus chauds, on va le voir avec vous, Julia, et surtout des vendanges aussi plus précoces. Ça pourrait fragiliser les vins français, les vins d'exception. Alors comment les vignerons s'adaptent justement au changement climatique? Alors, et si le vin de Bordeaux était désormais produit sous serre? C'est en cours d'expérimentation à Blanquefort en Gironde. Des plants de Cabernet et de Sauvignon qui poussent sous verre et tout est contrôlé. La température, l'humidité, l'ensoleillement ou encore la ventilation. Ça permet de protéger les vignes des aléas climatiques et des maladies qui se transmettent par les insectes. Résultat concluant à tel point que d'autres serres pourraient bientôt voir le jour. Autre idée, tout simplement changer de région, pourquoi pas,
pour produire du vin. Il va faire trop chaud dans le sud de la France. A contrario, il va faire de plus en plus doux dans le nord. Alors, certains vignerons ont décidé de s'installer dans des territoires plutôt connus pour la production de lait ou de pommes de terre, par exemple donc la Bretagne, la Normandie ou encore les Hauts-de-France, où, figurez-vous, Jean-Mathieu, il y a un vin produit dans le bassin minier. Ah oui. Il s'appelle, et oui, le charbonnet. Charbonnet, parce que les vignes poussent sur les pentes charbonneuses d'un terril. Alors, est-ce que ça va être ça, l'agriculture du futur? En tout cas, en France, des secteurs, des pans entiers de l'agriculture qui vont migrer vers d'autres régions. Alors oui, effectivement, c'est le cas. On a des migrations qui sont en cours. Je reviendrai juste sur les serres. N'oublions pas qu'on a une notion de terroir sur laquelle on est très impliqué en France et qu'il faut garder quand même notre identité, nos terroirs. Les serres, je ne pense pas qu'elles pourront être partout en France sur la vigne. Ouais. Mais en tout cas, dans ces notions de terroir... Sur les migrations aussi, sur les migrations de culture. Sur les migrations, en fait, on parle même de migration de terroir. Carrément. Parce qu'un terroir, c'est un climat, un sol et l'homme qui travaille ce climat et ce sol. Ce qu'on observe, c'est que le climat évoluant, le terroir va forcément évoluer. Donc le goût des productions évolue forcément. Les vins de Bordeaux sont d'ailleurs plus alcoolisés, ceux de Languedoc-Roussillon également. On gagne à peu près 2 degrés de potentiel d'alcool. Et donc, le climat remontant par le sud, on va découvrir de nouvelles terres viticoles. C'est déjà le cas, au sud de l'Angleterre, en Belgique, à tel point qu'on se pose la question, et d'ailleurs j'étais invité en Belgique pour ça, se poser la question, est-ce que le vin sera peut-être plus célèbre que la bière en Belgique d'ici 2070 dans la partie sud de la Belgique? Donc ça, c'est une forme d'adaptation au changement climatique, c'est délocaliser les terroirs. Et toutes ces connaissances, toutes ces informations, vous les diffusez sur les réseaux sociaux, notamment sur X, où vous vous faites insulter à peu près toutes les minutes, toutes les 5 minutes. Pourquoi vous continuez à faire ça? Est-ce qu'il y a une vertu pédagogique à essayer de confronter les climato-sceptiques? Vous savez, quand je communique sur risque, en général, je travaille avec des faits. Quand on a des mesures, quand on a des faits, on est à peu près certain de la posture qu'on prend pour adapter l'agriculture au changement climatique. Il m'arrive de faire des erreurs. J'ai notamment fait une erreur sur le rendement du blé dans le nord de la France cette année. Mais globalement, j'essaye de faire cette pédagogie pour que nos agriculteurs, qui me suivent en grande quantité sur les réseaux sociaux, s'adaptent au changement climatique, que ce soit les politiques, les agriculteurs ou d'autres types de décisionnaires. Alors qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux pour mon physique ou pour d'autres aspects de ma science, ça m'est complètement égal. Parce qu'il faut savoir que 5% des personnes qui m'insultent représentent une minorité, mais 95% des mails que je reçois en privé sont des mails qui me remercient en fait des préventions que je fais sur les réseaux sociaux. Donc je continue pour cette majorité silencieuse sur laquelle je dois continuer. Quand vous voyez, de temps en temps, les climato-sceptiques sont souvent anonymes, et quand vous voyez qu'aujourd'hui, le climato-scepticisme touche même la classe politique, puisqu'aujourd'hui, l'environnement n'est plus véritablement à la mode dans le monde politique, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces politiques qui se servent de ça? Alors, l'environnement n'a pas à être à la mode. L'écologie n'a pas à être à la mode. Pourtant, et l'agroclimatologie n'a pas à être à la mode. C'est une science de long terme. C'est une science d'adaptation. C'est une science dont les décisions qu'on prend maintenant ont des impacts sur nos enfants dans 20, 30 ans, quand on délocalise un vignoble, quand on délocalise un AOC, un IGP, les pruneaux d'Agen, les pistaches de Cavaillon, les agrumes dans le Languedoc-Roussillon maintenant, ce sont des arbres qu'on plante pour nos enfants, pas pour nous. Donc ce que je trouve dommage dans la politique, c'est qu'on est sur une politique du pansement, suivant l'ère du temps. Suivant l'ère du temps. C'est-à-dire que là, on a Trump qui a été élu, maintenant l'écologie passe sous le tapis, comme si c'était des décisions sur le court terme qui doivent avoir un impact sur le court terme. Mais en fait, les décisions qu'on perd maintenant en écologie et en agroclimatologie, c'est des grosses décisions pour dans 20 ans. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut se détacher de la science, de la politique du pansement et réfléchir à la science à long terme. C'est notamment sur ça que je communique sur les réseaux sociaux. C'est bien noté. En tout cas, votre livre, Serge Zaka, Orage sur le climat, c'est publié chez HarperCollins. Il faut le lire, notamment vers le 15 août, puisque ça sera la saison des orages. Il commence. Merci à vous, en tout cas, d'être passé ce soir par le plateau de 28 minutes. Allez, passons maintenant à notre débat. Ce sera finalement 15%, l'accord conclu dimanche soir entre la présidente de la Commission européenne et le chef d'État américain concernant les droits de douane sur les produits européens vendus aux États-Unis fait sévèrement grincer des dents. Certains parlent de soumission alors que d'autres évoquent un meilleur accord qu'attendu. Alors l'Europe a-t-elle un genou à terre face aux États-Unis? Sera-t-elle restée unie alors que certains pays de l'Union sont plus impactés que d'autres? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Entre deux parties de golf en Écosse, Donald Trump parade devant les caméras.
Il a bel et bien obtenu une hausse des droits de douane sur les exportations européennes. Et cerise sur le gâteau, la présidente de la Commission européenne en personne défend ces mesures. Vous pouvez appeler cela honnêteté, vous pouvez appeler cela un rééquilibrage. Nous avons un surplus, les États-Unis ont un déficit et nous devons le rééquilibrer. Alors que la balance commerciale penche trop en faveur des Européens à son goût, Donald Trump avait menacé d'introduire des taxes à 30%. Les Européens ont obtenu un taux de 15% finalement. Ursula von der Leyen a tenu à présenter cela comme une victoire. Pas de quoi convaincre pourtant François Bayrou qui s'est fendu d'un tweet ne s'embarrassant pas de précautions oratoires. C'est un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission. Des Européens qui semblent être mis devant le fait accompli. Mais pour certains, c'est un moindre mal. Compte tenu de la situation initiale que nous avions avec les États-Unis d'Amérique, il n'était évidemment pas possible d'obtenir davantage. Il ne s'agit pas d'un accord conclu entre le président Donald Trump et Ursula von der Leyen. Ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump a mangé Ursula von der Leyen au petit déjeuner. C'est cela qui s'est passé. Quelques rares secteurs, comme l'aéronautique, échappent aux coupes douaniers des Américains. Malgré la hausse des taxes, certains professionnels avouent leur soulagement. Tous les semaines quasiment, on avait des nouveaux scénarios. Donc des scénarios à 30%, des scénarios à 200%, des scénarios à 0%. Et pour les entreprises, c'est impossible d'investir. Vous imaginez, il faut 3 semaines entre le moment où vous mettez sur un bateau un parfum et où ils arrivent aux États-Unis. En fait, vous ne savez pas dans quelles conditions il va être vendu. Mais les demandes de Donald Trump ne se sont pas arrêtées aux droits de douane. Il exige que l'Union européenne achète davantage américain. Plus 750 milliards de dollars d'achats d'énergie et plus 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. Alors, cet accord est-il un moindre mal ou une humiliation? Est-ce un coup fatal pour l'Union européenne? L'Europe sera-t-elle aussi audible après cette séquence? Doit-elle se tourner vers d'autres marchés? Et pour en parler ce soir, nous recevons Théo Verdier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire Europe à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez participé au rapport de cette même fondation 2005-2025, 20 ans qui ont transformé l'Europe. Selon vous, cet accord est un moindre mal au vu des armes dont la Commission européenne disposait. Aujourd'hui, dites-vous, l'Europe doit d'urgence s'autonomiser et varier ses débouchés. À vos côtés, Éric Albert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique au Monde. Selon vous, c'est une défaite absolue et complète de l'Union européenne, qui est dure face aux faibles, dites-vous, mais s'écrase face aux forts. Désormais, à tout moment, la Chine peut réclamer la même chose. Et puis, Sylvie Matelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directrice de l'Institut Jacques Delors. Votre livre « Géopolitique de l'économie » est paru aux éditions Erol. Selon vous, Donald Trump est en train d'écrire une nouvelle page de notre histoire économique. On est entré dans un monde de repli sur soi, du œil pour œil, dent pour dent. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et la phrase du jour. Oui, cette phrase, c'est la suivante. C'est le plus grand accord jamais conclu. Voilà, tout est résumé ici, du point de vue du président américain, évidemment, qui s'est donc mis d'accord avec Ursula von der Leyen pour que les produits européens débarquant aux États-Unis soient taxés à 15%. Les produits américains, eux, ne subiront aucune taxe quand ils entreront sur le territoire européen. Sylvie Matelli, il a donc tout gagné, Donald Trump. C'est ça qu'on appelle l'art du deal? Ça semble être ça, ce qu'on appelle l'art du deal, effectivement. Si l'accord a été ainsi passé, on a cédé pas mal de terrain. Moi, je m'interroge quand même sur cet accord. Il est où l'accord? Il a été signé quand? Par qui? On a vu Donald Trump déplier une espèce de petite feuille toute froissée, avec des choses écrites en très gros, les lire. Ursula von der Leyen acquiescé, mais il y a quand même pas mal de flou sur cet accord. Il y a quand même pas mal d'éléments à clarifier. On a un accord, et ça a été répété 3 ou 4 fois par Madame von der Leyen. On a un accord. Il n'y a bien que ça qui dominait. Donc reste à voir. Ce qui est certain, c'est que l'impression qu'il reste, c'est qu'effectivement Donald Trump a gagné et qu'on a tout cédé. C'est ça. Ça, c'est dramatique, et c'est plus dramatique que l'accord en tant que tel et que les conséquences économiques de cet accord. Le sujet ensuite, c'est il se passe quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Théo Verdier, tout de même, ce qui a été assez étonnant hier, c'est qu'on a vu François Bayrou, le Premier ministre, avoir des mots très durs dans son tweet. Il parle lui-même de soumission d'une Europe qui se serait totalement soumise aux États-Unis. Ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que la France voulait aller plus loin, voulait aller véritablement au bras de fer avec les États-Unis? 2 éléments. Premièrement, je crois que si nous étions allemands ou italiens aujourd'hui, nous ne serions pas si attristés par cet accord. La France est
l'un des pays, voire l'un des seuls, qui était pour une logique de bras de fer, en tout cas en termes d'affichage. Mais je ne crois pas qu'Ursula von der Leyen y soit allée sans en discuter avec le commissaire français Stéphane Séjourné, ni avec Emmanuel Macron. Donc, dans le propos de François Bayrou, il y a à minima de la faiblesse politique, puisque personne ne lui a répondu au niveau européen, et peut-être un peu d'hypocrisie nationale. Ouais. Et là-dessus, un élément, c'est que je crois que la Commission est persuadée d'avoir fait ce qu'elle pouvait de mieux avec les armes qu'elle avait, puisqu'elle avait une violence externe à laquelle elle n'est pas préparée, c'est le coup de boutoir de Donald Trump, et un désalignement interne, puisque, et on le voit bien sur un autre sujet qui est le Mercosur, la France est sur le sujet du commerce extérieur assez isolée de ses partenaires. Oui. L'Europe est une démocratie, ce sujet-là va passer au Parlement européen, au Conseil. Si la coalition gouvernementale française voulait amener le gouvernement à se positionner contre et à monter une coalition, elle le peut. L'Europe est une démocratie, donc il ne faut pas voir ça comme une technocratie qui nous impose quelque chose. Il y a un jeu politique en Europe et on peut jouer avec ces armes-là. Éric Albert, Ursula von der Leyen a dit qu'il vaut mieux une mauvaise paix qu'une guerre commerciale. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord pour une raison simple. C'est l'Union européenne est un nain politique parce qu'effectivement, elle est divisée sur les questions géopolitiques, elle est divisée sur les questions d'armée. Il y a 27 armées. Elle a une puissance, c'est la puissance commerciale. On a une union douanière, les mêmes droits de douane pour tout le monde. On est 450 millions de consommateurs. Ouais. C'est une vraie grande puissance. Et en plus, on a les armes juridiques pour répliquer. Depuis maintenant 2-3 ans, l'Union européenne a préparé un certain nombre d'armes juridiques pour pouvoir répondre à ce genre de droits de douane, notamment répondre au niveau des services, donc par exemple contre les GAFAM, si jamais on était attaqué là-dessus. Donc on avait tout, et politiquement, on s'est dégonflé. À court terme, c'est un bon calcul, la guerre commerciale aurait coûté plus cher à l'Union européenne. Bien sûr qu'une guerre commerciale coûte cher. À moyen terme, ça envoie quoi comme message ? Le message aux Chinois, c'est allez-y, vous pouvez demander ce que vous voulez à l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Le message à Trump, c'est pareil, vous pouvez taper sur l'Union européenne, ils seront contents qu'on vous arrêterez de taper et ils diront merci. C'est politiquement, à mon avis, absolument catastrophique. Alors, vous le disiez, Théo Verdier, si on avait été allemand ou italien, on n'aurait pas reçu cet accord de la même manière. On va voir avec vous, Julia, justement, quels sont les pays européens particulièrement touchés par ces droits de douane. Alors, il y a les Allemands d'abord, même s'ils sont soulagés par les 15%, parce qu'ils craignaient les 30%, leur économie reste tout de même fragilisée par ces droits de douane, car en Europe, ce sont eux qui vendent le plus de marchandises aux Américains, des voitures notamment, ou des produits pharmaceutiques, pour une valeur d'environ au total de 160 milliards d'euros en 2024. Et puis on l'a appris, notamment les médicaments qui devraient être taxés à hauteur de 15%, alors qu'avant ils étaient exemptés. Au début de l'année, d'ailleurs, la Banque centrale allemande avait averti le produit intérieur brut du pays pourrait baisser de 1% à cause des droits de douane. L'Irlande aussi va être touchée parce que comme l'Allemagne, c'est un gros vendeur de produits pharmaceutiques aux États-Unis. D'ailleurs, dans un communiqué, le gouvernement irlandais a dit, je cite, regretter ce nouveau taux de 15%. L'Italie et la France, ils vendent moins de marchandises aux Américains, mais certains secteurs sont particulièrement touchés, les équipements de transport, l'agroalimentaire. Quant au luxe, poids lourd de l'économie française, on ne sait pas encore s'il bénéficiera d'une exemption. On verra ça dans les prochains jours peut-être. Allemande, Irlande, Italie ou France, voilà les pays particulièrement touchés par ces droits de douane. Et à contrario, la Grèce, la Hongrie ou encore le Portugal, eux, sont beaucoup moins exposés parce qu'ils vendent beaucoup moins de marchandises aux Américains. Sylvie Matelli, est-ce que les États européens qui se sentent les plus impactés par ces droits de douane, est-ce qu'ils pourraient en fait bloquer la ratification de cet accord ? Alors, si tant est qu'il y ait ratification, parce qu'il y a des procédures qui peuvent être plus rapides et que la Commission a une compétence en la matière, mais il est clair que si une majorité qualifiée, donc une majorité des 2/3 décide de s'unir pour empêcher cet accord peut tout à fait être empêché, mais c'est ce qui a été dit il y a quelques instants, effectivement. Donc tous les recours sont possibles. La question qui se pose, c'est est-ce que véritablement il y a une volonté de recours et de s'opposer à Donald Trump et d'entrer dans ou de se positionner face à un risque de guerre commerciale ou pas, ou est-ce que les réactions sont une simple hypocrisie, mais en fait on avait très très peur et on a fini par accepter. C'est pas l'Europe qui a accepté toute seule, ce sont les 27. Stéphane Séjourné était parfaitement au courant des négociations, Emmanuel Macron aussi, Frédéric Merz aussi. Donc l'accord
ne sera pas bloqué a posteriori. François Bayrou peut crier tout ce qu'il veut, ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'on nous vend le scénario comme quoi Ursula von der Leyen était toute seule aujourd'hui face à Donald Trump, alors qu'en fait tout le monde était au courant. C'est bien pratique. C'est toujours bien pratique de lui taper dessus. C'est ça. Un élément, je crois qu'il faut, pour se projeter dans la vision de la politique communautaire sur ce sujet, l'idée c'est de fermer le dossier. Alors je ne sais pas si c'est vrai, si ça va arriver, mais de fermer le dossier de la négociation commerciale américaine et de se projeter vers l'extérieur dans la négociation d'accords de libre-échange avec l'Indonésie, l'Inde, les Émirats arabes unis, et de se dire on va diversifier nos débouchés pour que dans 5 ans on ne soit pas dans la même solution. Et deuxièmement, se dire on va simplifier au niveau de la régulation, au niveau de l'Europe, dans notre économie interne. Un mot tout de même aussi, Éric Heilbert, est-ce qu'avec cet accord, Trump, finalement, a un peu, je mets entre guillemets, enterré aussi l'Union européenne? On sait les mots très durs qu'il avait contre l'Union européenne depuis son retour à la Maison-Blanche. Est-ce que là, il a réussi, en effet, avec cet accord? Sur la forme, c'est une humiliation complète. Il a convoqué Ursula von der Leyen dans son golf luxueux. En Écosse, oui. En Écosse. Il lui a fait la leçon pendant 20 minutes. La conférence de presse préalable aux négociations était extraordinaire. Pendant 20 minutes, toute l'attention était autour de lui. Von der Leyen a vaguement dit 2 mots. Elle était extrêmement tendue parce que les négociations n'avaient pas encore eu lieu. Et après, elle a expliqué toute seule le deal. Trump a lu d'abord sa feuille, et effectivement, ils étaient 2, puis ensuite, c'est Von der Leyen qui allait s'expliquer toute seule. Donc, sur la forme, c'était une humiliation absolument complète. Sylvie Matelli, le 24 juillet dernier, c'était là, il y a quelques jours, l'Union européenne avait validé le paquet de sanctions à hauteur de 93 milliards d'euros. Pourquoi cette riposte n'a pas été mise sur la table ? Alors, elle l'aurait été après le 1er août si accord n'avait pas été conclu. Et la question, c'est une vraie question, le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 24 juillet et ce week-end, donc qui était le 27 juillet? Oui, c'est ça, quelques jours après. Alors, entre les deux, les Européens sont allés en Chine et vraisemblablement, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ou en tout cas le sommet qui devait commémorer les 50 ans de la relation entre l'Union européenne. C'était quoi les Européens? C'était davantage de participation de la Chine? Voilà, de coopération avec la Chine, ou une compréhension de la Chine des enjeux qui se jouaient, et vraisemblablement, ils ne l'ont pas obtenu. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'y vois pas forcément un hasard. On le saura dans quelques jours, mais j'y vois pas forcément un hasard. Il y a un autre élément que je voulais rajouter à ce que disait Théo à l'instant, c'est qu'au-delà de nos partenaires, on est aussi un grand marché. On est aussi un grand marché de 450 millions d'habitants, donc de consommateurs potentiels. Donc là aussi, c'est vrai que l'Europe sort fragilisée de cette séquence, qu'un certain nombre d'anti-européens commencent à dire « qu'est-ce qu'on fait dans l'Europe finalement ? Regardez les Britanniques, ils ont mieux négocié que nous. » Je rappelle que les Britanniques ont un déficit commercial, donc quand on est isolé, on est moins fort. Mais pourquoi ne pas capitaliser aussi sur nos atouts et mettre en œuvre très rapidement ce que préconisent les rapports Draghi et l'État. Justement, Théo Verdier, par rapport à cette différence de traitement entre l'Union européenne et les Britanniques, 15% pour l'Union européenne, 10% pour les Anglais, comment vous expliquez cette différence? Ce chiffre ne veut rien dire. Le Royaume-Uni a une balance commerciale qui est quasi à égalité avec les États-Unis en termes d'import et d'export. Et donc ça fait très plaisir aux opposants du projet européen de le dire, mais économiquement, ça n'a aucun sens de comparer les deux. Par contre, la vérité, c'est que le modèle chinois de négociation, c'était on va monter très haut, très fort, jusqu'à 100% de droits de douane, et il va falloir se faire mal quelques mois jusqu'à que les deux parties redescendent. Et en fait, en Europe, on n'a pas cru avoir les moyens économiques et politiques, notamment à cause de la guerre en Ukraine, d'avoir ce rapport de force avec les États-Unis. Éric Heilbert, est-ce que cet accord aussi dépasse le cadre économique? On l'a un peu suggéré là, depuis le début de cette conversation, mais voilà, est-ce que c'est aussi un message envoyé à la Russie, à la Chine? S'il est envoyé clairement à la Russie et à la Chine, c'est cryptique quand même. Donald Trump a une obsession depuis 30 ans, c'est les droits de douane. Il pense qu'il y a le reste du monde qui arnaque, c'est son mot, les États-Unis. C'est faux, hein. C'est la plus grande relation commerciale au monde, les États-Unis et l'Union européenne, avec des échanges parfaitement équilibrés. Il y a plus d'exportation de marchandises, c'est vrai, mais il y a plus d'importation de services dans l'autre sens. Et en plus, il y a un certain nombre d'entreprises américaines qui rapportent leurs dividendes aux États-Unis. L'un dans l'autre, c'est égal à 3 milliards près. C'est vraiment égal. Donc cette idée qu'il a dans la tête, et que von der Leyen a d'ailleurs accepté, disant oui, il y avait un déséquilibre et il fallait le rééquilibrer. C'est faux. C'est absolument faux. Encore une fois, on avait les moyens de répondre, on a refusé l'obstacle, on a refusé d'aller à la confrontation, on a refusé de se faire mal, mais sur le long terme, ça risque de coûter très cher. Sylvie Matelli, justement, sur le long terme, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est à la merci aujourd'hui de tout le monde, voyant que l'Europe est faible, c'est-à-dire en effet de la Chine, et que même géopolitiquement ou même sur les marchés, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est fragile. Il y a deux dimensions à la fragilité. Il y a la dimension objective.
on est fragile, Et puis il y a la dimension plus subjective, comment on se positionne et comment on assume une certaine force. Et en fait, c'est très paradoxal ce qui s'est passé ce week-end, parce que je pense qu'un autre élément qui a pu jouer, c'est la question ukrainienne. On a besoin des États-Unis encore quelques années pour notre défense, espérons que ce ne sera que quelques années. Et donc, il ne fallait absolument pas fâcher Donald Trump. On a besoin d'un cessez-le-feu très vite pour nous donner le temps de respirer, pour permettre à l'Ukraine de sortir de cette guerre. Pour nous défaire aussi, Ursula von der Leyen l'a dit, de notre dépense au pétrole russe. C'est ça, en plus, en l'occurrence. Le seul truc, c'est qu'en signant un tel accord, en se soumettant autant, on donne un signal quand même extrêmement fort à Vladimir Poutine, c'est que finalement, on n'a que de la tchatche, si vous me permettez l'expression. On est capable de se positionner sur plein de choses, mais de déclarer plein de choses, mais à la fin, quand il faut agir, on n'agit pas. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement dommage. Allez, on va partir dans notre beau placard à archives, figurez-vous, il est vraiment bien, et remontons le 9 septembre 2024. Ursula von der Leyen et Mario Draghi présentent alors un plan pour l'avenir de l'Union européenne. À l'approche de l'automne, l'ex-président de la Banque européenne n'est pas des plus optimistes. L'Europe est une terre, un continent de valeurs. Celles de l'Union européenne sont prospérité, équité, liberté, paix et démocratie dans un monde durable. Et si l'Europe ne peut plus offrir cela à ses citoyens, elle perdra sa raison d'être. Les valeurs comme le climat et la croissance sont étroitement liées à nos principes fondateurs. C'est pourquoi ce que nous faisons aujourd'hui est devenu existentiel. Voilà, Théo Verdier, les mots sont forts. Commercialement, environnemental, là on a l'impression que ce sont des mots qui n'existent plus. Si on avait respecté en effet les recommandations de Mario Draghi, est-ce que cet accord aurait été signé ? Ou même pas signé, ou même aurait été discuté, on va dire. Ce qui est sûr, c'est que cet accord, c'est l'antithèse de l'agenda de l'Europe puissance. Puisque, nos industriels vont en souffrir, premièrement, puisqu'ils sont, et notamment allemands, italiens, mais pas que, orientés vers l'export. Alors en France, on sauve un peu les meubles avec la question de l'aéronautique, mais nos industriels vont en souffrir. Deuxièmement, on le voit bien dans cet engagement à acheter plus d'équipements militaires américains. Alors, en vrai, je crois que c'est assez flou et que personne ne va savoir comment ça va se concrétiser, mais en tout cas, dans l'engagement rhétorique, on ne va pas vers l'indépendantisation qui nous permet de continuer à acheter, de bâtir une autonomie stratégique européenne. Donc l'Europe puissance qui est la force industrielle et la force militaire ou la force de l'industrie de l'armement et qui est synthétisée dans le rapport Draghi, c'est vraiment le contraire de ce qu'on est en train de faire. Donc à court terme, je crois que c'est ce que la Commission estimait pouvoir faire de mieux pour sauver les meubles. Mais c'est clair qu'à long terme, ce n'est pas la bonne direction. Alors peut-être justement d'autres directions à suivre. En tout cas, pour le ministre chargé du commerce extérieur, il n'y a pas que les États-Unis dans la vie. L'Europe peut trouver aussi d'autres débouchés commerciaux ailleurs, sur la planète. On écoute Laurent Saint-Martin. On peut aussi aller chercher des accords commerciaux avec le reste du monde. Regardez l'Inde, l'Indonésie, les pays du Golfe. Tous ces pays-là ont envie de commercer avec l'Europe et on peut aller chercher, là pour le coup, des baisses de droits de douane avec ces zones du monde. En 2026, malgré cet accord déséquilibré avec Donald Trump, l'Union européenne peut sortir avec moins de droits de douane globaux. Parce qu'avec d'autres zones du monde, nous aurions eu des accords commerciaux qui nous seront favorables. Éric Albert, est-ce qu'il faut développer des accords de libre-échange avec d'autres partenaires ? C'est envisageable, même souhaitable ? C'est envisageable et souhaitable, mais ça ne compensera absolument pas le marché américain. C'est la première puissance économique au monde. Les Brexiteurs ont joué ça. J'ai habité au Royaume-Uni pendant longtemps, j'ai suivi le Brexit de très près. Les Brexiteurs disaient, vous allez voir, on va commercer avec l'Inde, on va commercer avec l'Australie. Certes, mais enfin, ce sont des pays qui sont lointains, qui sont moins gros. Donc, passons des accords de libre-échange avec le Vietnam et l'Indonésie, bien sûr. Mais ça ne changera pas grand-chose au PIB européen. Donc, le problème, c'est quand on fait face à la première puissance économique mondiale, c'est avec eux qu'il va falloir résoudre le problème, pas avec le reste du monde. Sylvie Natelli, c'est vrai que vous avez dit au début de ce débat que pour l'instant, on n'a pas vu d'accord, la trace écrite, parce que ça va être long, il va falloir que ça soit ratifié, il faut aussi que les 27 donnent leur accord. Mais ça veut dire que si on met trop de temps, si cet accord n'est pas ratifié, à votre avis, aujourd'hui, Donald Trump peut repartir sur des droits de douane excessifs comme il pensait les mettre en place auparavant ? Il est totalement imprévisible, donc je ne vous répondrai sûrement pas non à cette question. Et surtout que la négociation ne fait que s'engager, puisque l'accord reste très flou, si tant est qu'il y ait un accord, et qu'il va falloir négocier ligne par ligne, élément par élément, exemption par exemption, et qu'il peut se fâcher tout rouge à un moment donné. Oui, c'est ça, oui. Un élément juste sur l'interview du ministre lundi matin. Oui. Il faut mettre un avis de recherche sur la Commission européenne. Je veux dire, le gouvernement français est venu expliquer aux Français sur la première matinale de France
non pas ce que la Commission avait négocié, mais ce que lui, il aurait négocié dans un monde idéal. Mais c'est à la Commission de venir défendre son agenda à la compétence exclusive. La France est le 2e pays de l'Union et c'est celui qui est le plus opposé à ces questions de libre-échange. Donc je ne comprends pas pourquoi ils refusent de défendre leur agenda. Mais comment vous l'expliquez? Est-ce que justement, ce n'est pas un agenda politique qui se cache derrière ça? Vraiment, c'est un mystère. Comment est-ce qu'en fait, en France, dans le débat public, on n'entend que des commentaires franco-français opposés à cet accord? Et je crois profondément qu'au niveau européen, on est persuadé que c'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Pourquoi personne porte ce discours? C'est un mystère. Éric Heilberg. Il y a certes la Commission qui a défendu sa position, mais les réactions dans le reste de l'Union européenne sont quand même très, très mitigées. Hein. Ouais. Mélanie disait, bon, c'est mieux que rien. C'est pas si mal, mais, c'est très mitigé. Il va falloir encore négocier. Friedrich Merz, le chancelier allemand, pareil, aurait préféré mieux. Et le patronat allemand a tiré la langue en disant... Franchement, c'est pas génial. Il n'y a pas grand monde de content quand même de cette affaire. Hein. C'est ça, oui, c'est du Matteli. En effet, on voit en effet un accord qui ne contente finalement personne, en fait. Et qui donne l'impression, comme on l'a dit précédemment, que Mme von der Leyen est allée toute seule. Dimanche, elle s'est réveillée dimanche matin en se disant « Ce soir, je signe avec Donald Trump, quoi qu'en disent tous les autres ». En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle a négocié sous mandat et elle a tenu informé, y compris dimanche dans la journée, tous ses partenaires de ce qui allait se passer et de ce qui allait se jouer. Donc, elle avait quelque part l'aval. Aujourd'hui, c'est peut-être on joue peut-être le jeu du bad cop, good cop, vous savez, c'est-à-dire elle est allée signer, voilà, elle a obtenu son accord et puis on se positionne parce qu'il faut bien faire comprendre qu'on ne cédera pas sur tout et aux opinions publiques surtout, que derrière ce symbole désastreux de la signature d'un accord où on s'est plié, ben on va peut-être résister, souhaitons-le, souhaitons qu'on se réveille et qu'effectivement on assume un rapport de force. Donc j'ai comme l'impression qu'on va en entendre parler encore un petit peu de cet accord, de ce début d'accord, et en effet, il faut bien le signaler, il faut encore que ça soit donc ratifié par les 27 membres de l'Union européenne. Merci en tout cas à vous trois d'être venus débattre sur ce sujet ce soir sur le plateau de 28 minutes. Dans un instant, avec Quentin Darmon et Marjorie Adelson, nous irons faire un tour du côté de Manchester, voir à quoi ressemble Ian Brown. Et oui, c'est l'idole des frères Gallagher. Vous savez, les leaders du groupe Oasis, avant de nous rendre à Singapour pour apprendre, figurez-vous, à retrouver le goût du contact humain. Et oui, un peu mis à mal par les réseaux sociaux. Mais avant cela, il s'appelle Victor de Quiver et chaque soir, il dresse le couvert au menu de la culture générale relevée au poivre de Timut. Réjouissez-vous, une nouvelle fois, vous dînerez moins bête. La noix de coco est-elle le fruit défendu ? La question vous paraît farfelue, et pourtant. À la fin du 19e siècle, un jeune Allemand est convaincu d'avoir trouvé la clé de l'harmonie universelle. Son nom, August Engelhardt. Sa révélation, la noix de coco, tout simplement. Alors que l'Europe s'enfonce dans l'industrialisation effrénée, ce végétarien convaincu voit dans le mode de vie urbain et l'alimentation moderne la source de tous les maux. En 1902, il prend une décision radicale, quitter l'Allemagne pour le Pacifique Sud, direction la Nouvelle-Guinée allemande, où il achète une plantation de cocotiers sur la petite île de Cabacon. Sur cette terre paradisiaque, notre illuminé fonde une communauté utopique sobrement baptisée l'Ordre du Soleil. Son credo, vivre en harmonie avec la nature en se nourrissant exclusivement de noix de coco. Pour Engelhardt, ce n'est pas un fruit comme les autres, mais l'aliment parfait, capable de fournir tous les nutriments nécessaires, tout en purifiant corps et esprit. Pourquoi tant d'amour pour ce fruit tropical? D'abord, il pousse en hauteur, plus près du soleil que les autres plantes. Ensuite, vu du dessus, sa forme évoque un visage humain, avec ses 3 yeux. Pour notre gourou, c'est le signe évident que l'être humain doit s'en nourrir exclusivement. Les disciples affluent, attirés par cette promesse de vie simple et pure, mais le paradis se transforme vite en enfer. Les conditions de vie sur l'île sont difficiles, les maladies se propagent et surtout le régime monoalimentaire a ses limites, les carences nutritionnelles s'accumulent, affaiblissant la petite communauté. Ironie du sort, August Engelhardt, lui-même, pourtant fervent défenseur des bienfaits de la noix de coco, dépérit à vue d'œil. Dénutri, malade, il meurt en 1919 à l'âge de 43 ans. Son poids, à peine 40 kilos pour sa taille d'1,80 m. Une preuve, s'il en fallait une, que le paradis ne se trouve pas dans un seul fruit, aussi miraculeux soit-il. Voilà, vous dînerez moins bête.
Merci Victor de Quiver. Alors vous savez que ça marche en plus. Hein. Maintenant, mais n'arrête pas de me dire, mais c'est fou, quand tu dînes, tu es moins bête. Alors c'est vrai, bravo à Victor, merci à lui en tout cas pour cette douche de culture générale chaque soir. Allez, il est temps de retrouver Quentin Darmon et Marjorie Adelson pour vos chroniques. On commence avec vous Quentin. 16 ans après leur séparation, les frères Gallagher, on ne parle que d'eux, rappelons-le, ce sont les leaders du groupe Oasis, faites leur rabibochage sur scène tout l'été. Et ce soir, Quentin, vous nous présentez l'homme sans qui le groupe n'aurait jamais existé. John Lennon n'aurait pas été le BEM sans Elvis et je n'aurais pas été là sans Ian Brown et les Stone Roses. Voilà ce qu'affirme régulièrement Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis. Alors pour mieux comprendre, je vous propose de revenir dans le nord de l'Angleterre à la fin des années 80, après une décennie Thatcher marquée par la désindustrialisation, les tensions sociales. Manchester est devenue la ville la plus cool du royaume. Il y a le foot, bien sûr, mais aussi la musique. Un groupe attire particulièrement l'attention, les Stone Roses. Le charisme de son leader imprévisible, Ian Brown, fascine des milliers d'adolescents. Oui. Très belle chose de passer les Stone Roses, enfin. Ouais, c'est ça, les Stone Roses, un mélange de funk, de pop, de rock psychédélique. Ce style a même un nom, Manchester. Et oui, et ça marche. Le premier album sort en 89, c'est un triomphe public, mais aussi critique. Un jeune garçon à la langue bien pendue l'écoute en boucle. Liam Gallagher a à peine 20 ans et pense de plus en plus sérieusement à devenir une rockstar. Et le chanteur du groupe Oasis va s'inspirer de Ian Brown pour construire son personnage. Et en même temps, il faut dire que les deux hommes partagent de nombreux points communs. Mêmes origines modestes, même salon de coiffure visiblement, hein, probablement Manchester Hair. Oui, bien sûr, le célèbre. Oui. Et même goût pour la provocation, comme dans cette interview, Ian Brown affirme que sa mission originelle, c'est de se débarrasser des groupes comme U2. Bon, bah, c'est râpé. Hein. L'affaire tourne court pour les Stone Roses. Le deuxième album ne convainc pas grand monde. Les embrouilles en interne se multiplient. Les Stone Roses se séparent à la fin de l'année 96. Mais tout comme Oasis, les Stone Roses se sont reformés des années plus tard. Oui, en 2011, une tournée mondiale, 2 nouveaux titres et puis bah, c'est tout. Un clap de fin en 2017. Ian Brown continue, lui, une carrière solo entamée à la fin des années 90. Il reste une figure très respectée outre-Manche dans la musique, mais peut-être un peu moins depuis 2020. Il affirme que le Covid a été planifié et conçu pour faire de nous des esclaves numériques. Il enfonce le clou avec une chanson complètement complotiste et anti-confinement. Dernière polémique en date, en 2022 à Leeds, le chanteur se présente sur scène accompagné par une bande sonore. Voilà, le public n'est pas vraiment conquis. Ouais, il ne faudrait pas vieillir, vraiment. Le public n'est pas vraiment conquis. Certains parlent d'un karaoké géant à 40 livres la place. C'est un peu cher. Oui. Mais qu'importe, il y aura toujours un homme pour le défendre. Quoi qu'il arrive, Ian Brown n'est jamais embarrassant. C'est juste le roi. C'est mon héros. Qui a dit ça? Liam Gallagher, bien sûr. Quand on aime, on a toujours 20 ans, même à Manchester. Et oui, surtout à Manchester. Merci beaucoup, Quentin. Allez, Marjorie, on va quitter la Grande-Bretagne pour aller un peu plus loin, à l'Est, à Singapour, où il existe, vous nous dites, des cours d'interaction humaine. Alors, ça paraît fou, mais en fait, c'est pour quoi faire? C'est pour entraîner les robots? Non, plutôt pour désangoisser les humains. Alors, Singapour, c'est une ville très dense, plus de 5 millions de personnes qui vivent là-bas. Donc, les humains, clairement, ne manquent pas. C'est aussi des universités dont le prestige est connu, vous le savez, dans le monde entier. Et pourtant, une partie des jeunes ne saurait pas communiquer. Alors, plus précisément, ils seraient mal à l'aise quand il s'agit de parler de vive voix. Alors, je ne vous parle pas de faire un discours devant toute une assemblée, mais simplement d'échanger quelques mots avec votre collègue dans l'ascenseur ou avec la boulangère en allant acheter le pain. Face à ce constat, une école a été créée pour dispenser donc ces séminaires d'interaction humaine. Alors, les participants, ils ont entre 20 et 35 ans et concrètement, ils essayent de surmonter leur blocage. Parmi eux, la difficulté à regarder l'autre dans les yeux. Oui, on en est quand même là. La difficulté aussi est de savoir se comporter avec ses collègues, mais aussi savoir discuter avec ses supérieurs ou encore défendre son point de vue à l'oral. Alors concrètement, pendant ces cours, vous comprenez, interdiction totale de regarder son téléphone ou d'utiliser son ordinateur. On parle à ses petits camarades et évidemment aux autres adultes. Alors, mais concrètement, comment on en est arrivé là? Parce que ce sont des gens qui ont été scolarisés, qui ont une famille. Oui, mais c'est surtout que leur rapport à l'autre, il est complètement différent, à cause notamment des réseaux sociaux, du télétravail, mais aussi des séquelles du confinement qui a été très strict là-bas, je le rappelle. D'ailleurs, une enquête montre qu'à Singapour, plus d'un jeune adulte sur 2 ressent de l'anxiété sociale lors d'un échange direct. La majorité préfère même avoir un échange en ligne plutôt qu'en vrai. Et il faut dire que la fracture avec les générations plus âgées, elle est d'autant plus criante que chez les 50-64 ans, c'est l'inverse.
70% d'entre eux préfèrent une conversation en face à face plutôt qu'un échange via un téléphone ou un ordinateur. Or, c'est dans cette tranche d'âge que l'on trouve les patrons. Vous comprenez donc qu'il y a une certaine incompréhension. Alors, c'est quand même une tendance, on va dire, assez générale. Hein. Oui, si on prend la France, par exemple, 76% des moins de 30 ans ressentiraient de l'anxiété rien qu'en entendant une simple sonnerie de téléphone. Alors, certaines entreprises françaises ont tiré les conséquences de tout ça et elles avouent avoir adapté leur fonctionnement face à la peur du téléphone de cette jeune génération. Elles utilisent, par exemple, plus d'outils numériques en limitant ainsi les échanges vocaux pour nos jeunes recrues. Mais alors au final, on est en droit de se demander, est-ce que les jeunes ne seraient pas plus malins que nous, plus malins que tous en tout cas? Allez savoir, c'est peut-être une stratégie pour éviter que les robots ne remplacent l'homme. Ils ont peut-être décidé de les imiter. Merci Marjorie, vous pourrez retrouver cette chronique sur les réseaux sociaux, bien sûr, n'hésitons pas. Merci mes amis, à suivre sur Arte, soirée doc Hiroshima, la véritable histoire, 80 ans plus tard, cette enquête de grande ampleur revient sur ce jour où le monde a compris qu'il pouvait s'autodétruire. Alors c'est pas toujours pétillant, mais c'est assez instructif. Nous on se retrouve demain, 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.